Merci de m'avoir invité. Bonjour, Razuflaouen. Good morning pour moi. Good afternoon pour vous. Euh, je vous remercie. Je crois que c'est une initiative qui était très, très belle. Et à vrai dire, au début, quand j'ai reçu l'invitation, ma coach, j'étais pas sûr de ce que c'était. Je n'étais pas sûr de où je nous allais. Donc, Norm Skina, je crois que Laura, ma secrétaire, lui a posé des dizaines de questions. Et parce C'était qu'en fait, avec plaisir. juste après ça, j'ai pratiquement une conférence aussi avec Hulz Price à Alger, donc dans une heure et demie, un truc comme ça. Donc j'étais un peu confus sur tout ça. Et en plus, il y a un peu la même chose ailleurs. Donc ça me fait vraiment plaisir de voir des jeunes comme vous et des moins jeunes comme d'autres, comme moi, qui font des choses pareilles. Et ça m'encourage, ça me donne beaucoup d'espoir. Alors, Nader Makoum, donc je voulais partager un peu, si j'ai bien compris, l'email Tannour, c'est de vous parler un peu des startups et ce qui se fait ici, partager un peu mon expérience, ce que je vois ici. Euh, donc, je vais parler de ça. Je vais, si je peux partager mon écran, je vais prendre peut-être, bon, disons, 1 heure, 45 minutes. Mais si vous pensez que c'est trop, je peux m'arrêter comme vous voulez pour discuter parce que je pense qu'une discussion, c'est beaucoup plus intéressante qu'autre chose. Alors, Euh, soyez à l'aise. Alors, juste pour vous remettre dans le contexte aussi, notre objectif aussi, c'est nous avons des participants et nous essayons de rester dans la tech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets qui sont avec nous, il y a il y a des propriétaires de brevets, il y a des gens qui travaillent sur des technologies. Et aujourd'hui, le sujet qu'on a abordé, hein, on trotte dans toute la journée depuis ce matin, c'est aussi le rôle, comment avoir des startups technologiques. Les startups technologiques, elles sont comment? Qu'est-ce qui se passe sur la planète, aux États-Unis, etc. Donc, on est vraiment sur ce sujet large de l'entrepreneuriat, de la start-up, mais aussi de la technologie. Et là, je suis sûr que forcément, votre expérience, elle est là. Donc, soyez à l'aise, faites ce que vous avez prévu. Après, dans le débat, on pourra sortir un peu sur le d'accord. off-side. Merci. D'accord. Alors, je vais partager un peu avec vous. Donc Nora a très, très bien expliqué. Donc, c'est ce que je vais faire justement. Donc, je vais travailler avec vous. Je vais vous présenter, partager avec vous l'expérience de ce qui se passe ici au Massachusetts. Et puis, bon, quand j'étais au Delaware, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a beaucoup de régions où il y a beaucoup de startups. Mais je vais partager aussi l'expérience que j'ai en tant que doyen en voyant mes étudiants lancer des startups ici à Massachusetts. Et puis bon, donc c'est un peu ça. Et je vais essayer de décrire un peu l'écosystème qui, à mon avis, hein, je ne dis pas que c'est exactement ça ou rien du tout, mais l'écosystème qui existe ici, qui permet justement aux étudiants et aux jeunes de lancer leur start-up ici au Massachusetts et en particulier nos propres étudiants ici de UMass. Alors, alors, je vais décrire évidemment un écosystème qui est ce qui est ici. Je comprends parfaitement que l'Algérie n'est pas ce point-là. Mais je crois que des fois, il est bon de comprendre ce qui se fait ailleurs, de bien ailleurs. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on peut transposer, peut-être qu'il y a des choses qu'on peut adapter, et il y a des leçons à apprendre. Donc, quand je dis voilà ce qui se passe, ça ne veut pas dire que voilà ce qui pourrait être fait en Algérie. Hein. Ça veut uniquement dire que voilà ce qui se fait de bien ici. Et donc sinon, on n'avancera jamais si on ne voit pas ce que ceux qui font ce travail-là font de bien. Alors, si vous permettez, je vais. Voilà. Est-ce que vous voyez mes slides? Yes. 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 Alors, bon, donc, c'est déjà été dit. Moi, je suis obligé, quand je fais des présentations, de dire de nommer ces associations parce que je suis élu chez eux. Donc, je suis Fellow of American Society of American Association of Science, Fellow of American Physical Society, Fellow of the Society of America, African Scholar at University of Miami in Oxford, Ohio. Donc voilà, donc bon, je suis donc Massachusetts, donc je suis dans la région de Boston, j'habite à Westford, là je vous parle de Westford, et l'université, elle est là, il y a plusieurs campus de UMass, moi, mon bureau et mon labo, ils sont ici à Lowell. On va parler de tout ça dans quelques minutes. Alors moi, ce que je voudrais vous parler, c'est comment que l'on fait, parce que je suis en fait doyen des sciences, je suis scientifique. Qu'est-ce qui fait que l'on peut prendre une idée scientifique, travailler dessus et qu'on prend ce quote unquote, ce produit scientifique
et qu'on le fasse tourner ou qu'on le fasse transformer, qu'on le transforme en start-up, en une opportunité pour une compagnie, une petite compagnie ou une grande compagnie, peu importe. En fait, si mon analyse est bonne, c'est en fait, pour moi, c'est essayer de prendre une question qui est bien posée et en fait, faire en sorte que cette question-là devienne une opportunité. Hein. Je m'excuse, des fois, je vais probablement passer en anglais, mais je ferai de mon mieux pour rester en français ou la Bederja si je ferai de mon mieux. Alors, d'abord, il faudrait comprendre pourquoi je pense que les sciences sont importantes. Je ne vais pas passer beaucoup de temps pour vous expliquer ce que c'est que les sciences, ni pour vous expliquer ce que c'est qu'un scientifique, parce que maintenant je comprends qui est dans la salle, qui c'est qui écoute, vous le savez tous. Mais il est bon de rappeler que les sciences sont un travail intellectuel, un travail qui est basé sur l'observation et auquel on répond à des questions par l'observation et par une rigueur qui existe. Alors, il y a beaucoup d'exemples de scientifiques qui ont fait des choses, Pasteur ici par exemple, et qui ont fait à partir de leurs travaux scientifiques, qui sont devenus des produits, des vaccins, etc. Alors, donc, la science, à mon avis, c'est essentiel. Et d'ailleurs, ici, quand on parle de start-up, on est toujours impliqué. Il y a plusieurs universités au Massachusetts, presque tous les doyens des sciences, on est tous impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc, quand je dis tous, je veux dire les doyens des sciences et aussi les doyens de l'ingénierie, technologie, etc. Alors, il faudrait comprendre aussi, ou rappeler, pas comprendre, que les sciences commencent, quand il y a une découverte scientifique, ça commence par une question. Et cette question-là, cette question-là, quand on répond à cette question-là, il y a une découverte, ou pas, mais quand on découvre quelque chose, donc il y a une découverte, qui s'ajoute à un body of knowledge, qui s'ajoute déjà à quelque chose qui existe, qui est immense, qui est vraiment immense, qui date de 1000 ans ou plus. C'est ce body of knowledge, ce corps-là de connaissances, on essaye d'ajouter notre petite graine. Et quand on ajoute et si on veut justement passer pour prouver que cette découverte est bien une découverte, elle doit être d'abord disséminée, donc on fait des publications, et à partir de là, les autres essayent aussi de la tester, etc. Et une fois qu'elle a été testée, une fois qu'elle a été prouvée par d'autres, ou bien travailler encore plus, etc., elle fait partie, elle aussi, notre découverte de ce body of knowledge, de ce corps auquel on ajoute notre petite graine. Et c'est cette graine-là, justement, qui est, en fait, qui est la puissance, parce que en fait, c'est quelque chose de rigoureux, c'est des lois de la nature, et c'est ce qui fait la puissance de la science. Il y a tout un cheminement scientifique qui fait que ce que l'on découvre est très important, a été prouvé, etc. Alors, les États-Unis, puisque je suis aux États-Unis, pour vous donner un exemple, ils ont déjà compris, il y a déjà quelques années, que justement l'apport de la science à pratiquement toute leur économie est excessivement important. Alors, il y a plusieurs graphes qu'on peut montrer, mais là, je vous montre la production de wheat, donc de blé et de maïs aux États-Unis, avant 1950 ou 1940 et après. Et comment vous voyez une augmentation ici presque en exponentielle à partir d'un certain moment, quand justement les scientifiques ici aux États-Unis se sont intéressés à ça et ont justement créé de nouvelles technologies pour accroître leur production et leur rendement. Alors ça, il y a beaucoup d'exemples. Bon, je ne vais pas en parler, hein, mais ça suffit. Alors l'exemple qui est à Lyon, hein, l'exemple que l'on vit tous, Lyon, c'est le Covid. Alors le Covid, par exemple, le Covid qui a créé des problèmes de santé, qui a un coût sur la santé, un coût sur l'économie mondiale, etc. La solution du Covid ne peut venir que des sciences. Et heureusement, justement, qu'il y a eu des investissements dans les sciences
Imaginez un peu pendant quelques secondes si on n'avait pas, par exemple, les technologies de l'imagerie, si on n'avait pas les technologies, si on n'avait pas, par exemple, le génome, on n'aurait pas compris le Covid jusqu'à aujourd'hui, et il y aurait eu peut-être plus de problèmes et peut-être plus de morts et peut-être un impact encore plus élevé. Donc aujourd'hui, s'il y a un espoir de trouver le vaccin, c'est justement parce qu'on a investi dans les sciences. Alors ça, c'est très important. Alors ça, vous le savez, j'en suis certain, mais je veux rappeler que justement, ça commence, à mon avis, par justement comprendre un problème scientifique et essayer de développer à partir de là des technologies et qui sont une réponse à quelque chose. Donc voilà, donc bon, je peux vous en donner plusieurs. Encore pour vous parler aussi que des fois ça dure longtemps. Einstein, par exemple, a publié un article en 1917, pardon, ce qui s'appelle Quantum Radiation, Theory of Radiation, qui a parlé d'émissions stimulées dans les atomes. Et cet article-là a justement créé, à partir de là, quelques 50 ans plus tard, le laser, qui aujourd'hui, on le trouve un peu partout et qui est à la base de beaucoup de technologies, que ce soit de communication, de sécurité, etc., etc. La même chose peut être dite pour Maxwell. Les 4 équations de Maxwell que vous connaissez, pour peut-être la plupart d'entre vous, les 4 équations de Maxwell sont justement des équations qui sont à la base de electrical engineering. Donc, il faut d'abord les comprendre et à partir de là, voir un peu toutes les lois qui suivent pour electrical engineering, pour l'ingénierat en électroélectronique. Donc voilà, ça c'est des exemples. Donc, the bottom line ici, c'est pour vous dire que la science, elle peut transformer, elle peut créer, c'est the seed, donc c'est la graine de technologies qui sont transformatives. Donc, à mon avis, quand on parle de technologie, de start-up, de knowledge-based economy, etc., il ne faut pas négliger ce rapport avec les sciences. Il ne faut pas négliger ce rapport-là. Et c'est ce qui se fait, à mon avis, de très, très bien ici dans le Massachusetts et quand j'étais dans Delaware aussi. Et c'est très important. Alors là, on va parler un peu aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on sait que le monde est devenu de plus en plus connecté, de plus en plus complexe. Alors, mathématiquement parlant, si quelque chose est de plus en plus complexe, ça veut dire qu'on a besoin de plus d'informations pour le comprendre. Donc, si on réfléchit un peu, donc on aura besoin de plus en plus d'informations, de parler d'informations, de traiter l'information, etc., etc. Donc, la complexité, c'est, bon, évidemment complexe, c'est un problème, mais ça aussi ouvre des opportunités que l'on voit. On peut voir ici, pas loin de chez moi, ici à 20 minutes d'ici, il y a Data Robots, qui est une compagnie qui a commencé avec 2 de nos étudiants en physique et en maths, et qui aujourd'hui est devenue une très, très grande compagnie qui justement travaille sur les données, etc., etc. Donc, sur les données, quel que soit le type de données. Donc ça, quand il y a un problème, il y a aussi des opportunités qui se présentent. Donc voilà. Donc, il y a aussi la complexité et ce qui se passe aussi dans le monde. Ici, vous avez sur la gauche ici des courbes qui montrent un peu la progression de la population mondiale. Donc voilà, entre 1820 jusqu'à 2019, on était à 1 milliard à peu près en 1820. Aujourd'hui, on est un peu plus de 7 ou 8 milliards. Donc tout ça fait qu'il y a des opportunités parce qu'il y a des populations, la population qui augmente, il faut nourrir ces populations, il faut éduquer ces populations, il faut en prendre healthcare pour ces populations, etc. Et tout ça, c'est des opportunités, encore une fois. Le monde, il est connecté, soit le monde devient un marché pour tout le monde, donc soit devient une opportunité pour tout le monde, soit, ceux qui ne sont pas connectés, ils seront, à mon avis, largués et ça va continuer. Donc tout ça, on en tient compte. Alors, quand on travaille, quand on parle de monde, il faudrait aussi comprendre qu'il y a des cultures différentes, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et là, les gens ont des perspectives qui sont différentes parfois. Mais les perspectives qui sont différentes, ici je vous montre 2 graphes, des coordonnées cartésiennes, des coordonnées polaires. On parle du même point, donc c'est un peu la même réalité, mais on peut voir les choses différemment. Donc ça aussi, quand on parle globalement, il faudrait comprendre que les gens parfois viennent
avec des perspectives qui sont différentes, mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Elle est surtout la réalité scientifique et la réalité technologique. Alors, là, maintenant, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui fait, à mon avis, hein, c'est juste un avis personnel, vous demandez à notre doyen ici, des sciences où vont peut-être vous dire des choses un peu différentes. Qu'est-ce qui fait, j'ai réfléchi à cette question-là avant de venir vous parler, qu'est-ce qui fait que ce que l'on fait ici est successful? Qu'est-ce qui fait que justement on peut créer des startups qui contribuent à l'économie locale, régionale et même mondiale? Alors, en tant qu'institution universitaire, puisque j'ai parlé des sciences, le premier, ce qu'on appelle le pillar, dans la première fondation, ce qui est important, c'est qu'il faut se baser sur une éducation qui est de qualité, une éducation qui est vraiment très bonne. Et cette qualité, alors les qualités, alors je les liste ici, enfin je les donne ici, vous les voyez. Il faut que les professeurs sont ce qu'on appelle engaged, c'est-à-dire qu'ils ont un triple service. Leur premier service, c'est teaching, c'est enseigner. Leur deuxième service, c'est faire de la recherche. Et leur troisième service, c'est justement rendre service. Moi, en tant que doyen, quand je regarde les promotions des profs, etc., il y a ces trois composantes, on les regarde une par une. Et donc, la qualité du professeur qui est engagé pour rendre service à l'économie, à la communauté, à beaucoup de choses, ça compte aussi. Mais il faut évidemment qu'ils aient le temps de faire ça et justement, on travaille ça dès le début, dès que le prof a été recruté ou quelque chose comme ça. Il faudrait aussi que l'on donne à l'étudiant dès le début ce qu'on appelle une expérience transformative. C'est-à-dire que l'étudiant en première année déjà, quand il rentre, il sait qu'il est là, et je vais parler de la mentalité des étudiants qu'on essaie de créer, il sait ou elle sait qu'ils sont avec nous pour que justement ils transforment quelque chose en mieux ou en meilleur. Ce n'est pas juste prendre des cours, aller chez eux, et puis revenir, etc. C'est l'expérience qui est transformative, c'est être avec nous. On dit que nous, être avec nous pendant 4 ans, on peut justement travailler avec l'étudiant pour qu'il ou elle puisse réaliser le rêve qu'ils veulent plus tard. Donc tout ça, ça a un coût. Il y a des psychologues qui travaillent avec les étudiants, il y a des academic advisors, il y a beaucoup de choses qui travaillent beaucoup de personnes qui travaillent avec les étudiants, pas uniquement les profs. Donc, créer dans la tête de l'étudiant ou de l'étudiante, en travaillant en groupe, en travaillant avec tout un écosystème qui existe sur place, pour que justement ces étudiants croient qu'ils peuvent et les préparer de façon à ce qu'ils puissent justement transformer quelque chose en mieux. Alors, ça peut être en médecine, ça peut être en sécurité, ça peut être en cybersécurité, ça peut être en psychologie, ça peut être les problèmes de drogue, ça peut être le crime, etc. Donc voilà. Alors, pour faire ça, ici à Massachusetts, comme je vous ai dit, je ne fais pas de comparaison avec l'Algérie, là n'est pas le but, mais c'est pour vous montrer ce qui se passe ici de bien, à mon avis. Alors, le système d'éducation ici au Massachusetts, on dépense 24,5 milliards de dollars par an. Il y a 500 000 étudiants dans 106 universités. Autour de moi ici, si je trace un rayon de, disons, 40 minutes à peu près en voiture, il y a plus de 100 universités. Donc, il y a un tissu qui existe. Évidemment, certaines sont plus connues que les autres. MIT, Harvard, etc. sont évidemment beaucoup plus connues que les autres. Il y a 136 000 employés, 58 000 profs et 77 000 staff, c'est-à-dire employés qui aident les profs, qui aident l'université, qui aident tourner l'université, etc. On reçoit 4,1 milliards de dollars en fonds de recherche par an. Et avec ça, on a aussi à peu près 10 milliards de dollars
de recherche. Alors, sur les 4,1 milliards de dollars, il y a des universités comme Harvard, je crois qu'ils sont à 800 millions, MIT, je crois, à 750, et nous, on est en troisième position avec à peu près 700 millions de dollars de recherche par an. Donc, déjà, il y a déjà des grosses universités qui font beaucoup de recherche, les écoles de médecine aussi, 400, 500 millions de dollars, etc. par an. Donc, voilà, donc ça, c'est important. Ça, c'est le tissu universitaire qui existe de recherche. Pardon. Alors, si vous êtes intéressé, bon, voilà les 106 universités qui existent au Massachusetts. Là n'est pas le cas. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on demande aux gens ici aux États-Unis, qu'est-ce que vous, quand vous pensez Massachusetts, à quoi vous pensez? Et voilà ce que pensent ça, c'est une étude qui a été faite. 41% pensent justement que Massachusetts is known, est connu pour son système de higher education. Mais quand on voit un peu, si on va un peu plus bas, hein, on va voir l'intelligence artificielle, advanced manufacturing et aussi flexible electronics. Je vais vous parler de ça dans 2 secondes. Flexible electronics. Alors tout ça, si on fait cette étude-là qui a été faite, ce qui se fait périodiquement, il y a 10 ans par exemple, il n'y avait pas la robotique, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, il y avait par contre la biotechnologie, etc. Alors ça, c'est le premier pilier qui est nécessaire, c'est avoir un tissu universitaire important, de qualité, mais engagé, pas juste qui existe dans un CEO comme ça, où il fait un peu ce qu'il veut, et puis voilà. Donc ça, c'est très, très important. Deuxième point, c'est de comprendre la recherche, ce qui se fait dans les universités. Encore une fois, ce n'est pas juste une usine fermée d'idées, c'est ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, par exemple, moi, je sais que, par exemple, une fois par an, j'appelle les étudiants à proposer des projets de recherche où ils veulent aller travailler. Les étudiants, pas les profs, bon, évidemment. Et on leur donne de l'argent par My Office, le bureau du doyen ou le bureau du vice-président de la recherche, etc. On leur donne de l'argent pour prendre cet argent-là et aller faire de la recherche avec un prof. Donc, on les encourage à poursuivre leurs idées. Donc, l'argent, ce n'est pas pour être payé, mais c'est pour justement avoir accès au matériel, payer s'ils ont besoin d'achats pour labo, faire tourner leurs expériences, etc. Et ça, c'est dès le début. Ça, c'est déjà quand ils sont ici au 2e semestre. Et ils peuvent rester en été pour travailler, etc. En plus, une fois qu'ils travaillent et que s'ils ont quelque chose ils pensent bon, il y a plusieurs, on va parler des étapes, ils sont peut-être prêts au bout de 2 ou 3 ans pour aller dans ce qu'on appelle Innovation Hub. On a tout un building ici pour Innovation Hub où ils peuvent aller sur place et travailler avec des gens qui commercialisent les technologies. Des gens de l'industrie, mentors, etc. Donc tout ça, ce tissu-là existe. Ils n'ont pas à aller chercher ailleurs, ils n'ont pas à aller chercher de l'argent, mais l'argent ne leur donne pas n'importe comment. Ça se gagne. C'est-à-dire que les étudiants doivent travailler. Ils doivent travailler en groupe, ils doivent travailler sur une idée, ils doivent faire beaucoup de choses, mais ça va, des fois, c'est pas tout le monde qui l'a, mais ça les encourage justement à réfléchir à comment transformer une industrie, par exemple. Alors ensuite, nous ici, je vous ai parlé de Flexible Electronics, mais je ne sais pas combien de vous le savent. The birthplace, donc le berceau de la révolution industrielle aux États-Unis, il est à Lowell. Il est ici à Lowell. C'est là où ont commencé justement, c'était un espion industriel qui est parti en Angleterre, qui s'est très bien rappelé, juste en regardant ce qui se faisait pour créer du coton, etc., etc. Et ils ont fait les premières usines ici, parce qu'il y a beaucoup d'eau, donc on pouvait faire tourner des turbines. Et donc, ils ont lancé les premières usines de textile. Alors, ces premières usines de textile, d'ailleurs, qu'on peut voir un peu, si vous venez à Lowell, vous pouvez voir tout ça. Donc, c'est le berceau de la révolution industrielle. Et donc voilà. Oups, pardon. Alors, aujourd'hui, ce berceau-là, il est devenu ce qu'on appelle Flexible Electronics. Donc, on fait tout ce qui touche l'électronique qui est flexible.
Donc, c'est devenu, donc ça marche, ça continue de progresser avec le développement. Et c'est pour ça qu'on a des programmes en plastique, des programmes en textile qui sont parmi les meilleurs au monde. Et je vais vous dire quelque chose, j'ai regardé dans les archives ici quelque chose qui est intéressant. Dans les archives, j'ai trouvé de l'université que lorsque le programme de plastique ici aux États-Unis, qui est placé parmi les 3 meilleurs au monde, de plastique et qui lance beaucoup d'industries, a été lancé ou bien pas lancé, quand il a été changé et transformed dans les années 70, ils ont fait ça avec une institution algérienne qui s'appelle l'IAP ou une université, l'IAP ou l'INA, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était l'IAP. Et il y avait le nom du professeur algérien avec qui il travaillait pour faire un peu la même chose en Algérie. Sauf qu'à un certain moment, ici, ça a continué et donc ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Il faut à peu près 8 milliards de dollars de recherche par an pour tout ce qui touche les nouveaux tissus intelligents. Et ils ont, justement, avec l'IAP, le lien s'est brisé à un certain moment. J'ai vu tout ça dans les archives il y a quelques années. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que quand on a quelque chose de bien, il faut toujours continuer à travailler dessus. Alors maintenant, pour Startup, je vous ai parlé un peu du tissu qui existe. Nous, on croit que investir dans nos étudiants, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, on a plusieurs programmes. Là, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, on fait ça tous les 6 mois. On lance un programme qui s'appelle Difference Maker. Alors, Difference Maker, voilà ce qu'on demande aux étudiants. Are you a difference maker? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous connaissez, vous savez, vous pouvez identifier un problème que vous voulez résoudre? Comment que ce problème va justement aider à résoudre, changer un peu la communauté ou l'industrie ou peu importe? OK? Si oui, eh bien, venez avec un groupe d'étudiants et vous allez avoir en face de vous des experts. Get involved. Alors, je vais vous donner l'exemple de 2 étudiants qui sont devenus 3 maintenant. Alors, les étudiants que vous voyez ici, alors elle est étudiante en informatique et electrical engineering, lui en business et elle en health sciences. Elle, c'était notre étudiante, elle est dans mon collège, elle est égyptienne d'origine et ils ont créé entre les 3 une petite compagnie par ce programme-là, Accept Difference Maker. Alors, leur idée, c'était quoi? C'est comme il y avait des femmes qui étaient attaquées pour leurs bijoux, pour leur… Alors, elle est égyptienne, hein, donc on me disait, bon, notre étudiant, je la connais très bien, que surtout en Égypte et ici aussi, hein, des fois, les femmes sont attaquées, sont agressées, etc. Alors, elle a travaillé, son idée elle était simple, c'est que dans chaque bijou, ou dans un bijou, elle va mettre un petit détecteur, que si elle est agressée, le bijou envoie des signaux à des téléphones portables qui sont à côté, ses amis ou sa famille, etc., immédiatement. Et aussi, s'il y a la police dans un rayon de 100 mètres, immédiatement. Alors, quand elle a commencé ça, maintenant, donc elle a fini ses études il y a, je crois, 2 ans. Aujourd'hui, sa compagnie, qui est aussi à 10 minutes d'ici, elle a des contrats de millions de dollars pour vendre ces bijoux-là. Ils étaient 3. La dernière fois où je suis passé les voir, ils sont des dizaines aujourd'hui comme employés. Ça, c'est pour vous donner un exemple. Là, c'est une autre étudiante aussi qui, au Vietnam et en Asie d'une façon générale, les fermiers et les paysans, quand ils mettent les insecticides, les pesticides et tout ce qu'ils mettent, etc., ne savent pas mélanger un produit A, un produit B, ils font un peu n'importe comment, donc il y a du gâchis, etc., etc. Donc, ils ont créé un petit robot qui, justement, mélange les produits pour ces paysans de façon très, très simple.
Ils n'ont même pas ouvert la boîte, ils ramènent des bouteilles de produits chimiques différents et après c'est automatique, ça se mélange et bon, et ils vont faire la prochaine étape, c'est faire un robot ou un drone qui va faire tout ça. Alors, ils ont réussi. Leur marché, il est en Asie et en particulier au Vietnam et ça continue, it's growing. Ça, c'est pour vous donner des exemples. Difference Maker. Alors, Difference Maker, ça marche comment? C'est que leur première étape, c'est ici. C'est montrer qu'ils ont créé. Et regardez l'équipe. Il faut qu'il y ait une équipe, pas juste un ingénieur, un businessman, finance person, etc., des étudiants. Et une fois que le comité qui se réunit en public, qui se réunissent en public et qui leur posent des questions, etc., ceux qui gagnent, ils vont à Boston. Après, ils sont avec les autres universités de Boston, enfin de Massachusetts, MIT, etc., tout le monde. Parfois, on est premier, parfois on est cinquième, parfois on est dixième, etc. Là-bas, ils prennent un peu plus d'argent. 50 000 $, je crois. Puis après, ils vont à New York, à l'échelle nationale. Et encore, si ça marche, etc. Si ça ne marche pas, bon, ils reviennent. Mais parfois aussi, dès le début, il y a des investisseurs qui leur disent « Non, vous allez ni à Boston, vous allez ni à New York, vous allez ni à San Francisco, vous allez nulle part. J'investis tant et on travaille ensemble. » Parfois, pas toujours. Donc voilà. Et ce qu'il y a de bien ici aussi, c'est que ce que les étudiants font leur appartient. L'université ne leur demande rien du tout en retour. Tout ce qu'on leur demande, c'est de savoir que si plus tard ils font quelque chose, ils viennent nous parler aux nouveaux étudiants, comment ils ont réussi, etc. Et ils deviennent des mentors, etc. Mais ils n'ont pas de contraintes parce qu'ils ont utilisé nos labos, quoi que ce soit. Ils sont libres de faire ce qu'ils désirent de faire. Donc voilà. Alors après, il y a plusieurs programmes et j'ai choisi quelques-uns. Quand les étudiants créent quelque chose, une entreprise, il y a la science, il y a la technologie, il y a tout ce qu'on veut, on leur dit que ça, c'est pratiquement 25 à 30% du travail. L'autre travail, c'est comment financer vos projets. C'est comment, justement, comment manager tous ces projets-là. Donc, on a un programme qui s'appelle Entrepreneurship, Global Entrepreneurship Programme. Là, ils rentrent dedans. Alors maintenant, c'est un programme qui est mondial, qu'on offre en Chine, qu'on offre aussi dans certains pays d'Asie dont je ne me rappelle plus. Mais c'est un programme qui est offert ici, évidemment, dans le Massachusetts, mais c'est aussi un programme qu'on offre un peu partout parce qu'il est devenu assez important. Et en Inde, pardon. En Inde et je crois, je ne me rappelle plus le troisième pays, en Asie, beaucoup en Asie. Alors, ce programme-là, il dit quoi? Alors, il dit que ici, c'est Ashwin, c'est un de nos profs qui est directeur du programme. Vous avez une idée, vous avez scientifiquement vraiment prouvé les choses. Maintenant, comment que vous allez apprendre à travailler ensemble? Comment que vous allez apprendre à justement créer cette compagnie, faire en sorte qu'elle soit sustainable, etc., etc. Alors, ils sont pendant 2 semaines, ils ne font rien du tout. Ils sont assimilés ensemble en équipe pour apprendre toutes ces choses-là. Alors, il y a encore une fois des étudiants qui sont d'un peu partout dans le monde. J'invite les Algériens qui sont intéressés, s'ils sont intéressés par ça, ou même le ramener en Algérie, je suis prêt à travailler avec vous parce que Ashwin, je lui ai dit une fois, on va partir en Algérie pour faire ça. Il est prêt à le faire. Évidemment, il y a des coûts, il y a ceci, il y a cela. Et j'aimerais bien le faire parce que sincèrement, c'est un programme qui a reçu d'ailleurs un prix à New York il y a 2 ou 3 ans, un prix national pour l'entrepreneurship. Alors ensuite, tout ça, on a ce qu'on appelle M2D2. M2D2, c'est un laboratoire, si vous voulez, où justement les étudiants qui sont prêts à aller parler aux grandes compagnies, aux Johnson & Johnson, à Pfizer, etc., etc., on passe par là pour scalability de leur technologie. Il y a des profs, il y a des ingénieurs qui travaillent dessus. Alors, j'ai parlé des fondamentaux. Un des fondamentaux aussi, c'est le service et l'engagement, le service à la communauté. Donc, les étudiants aussi apprennent dès le début à travailler, à aider la communauté, que ce soit, par exemple ici, à nettoyer, que ce soit travailler avec des commerces qui peut-être ne comprennent pas la robotique, qui veulent travailler ici. C'est un manufacturer qui veut faire de la robotique, etc. Ils vont travailler chez eux. Et tout ça se fait en été, en tant qu'internship, ou même des fois
pendant l'année. Donc tout ça, c'est très important parce que la communauté autour de laquelle, là où on vit, nous, où il y a la présence de l'université, il faudrait qu'elle nous accepte et il faudrait qu'elle voit le bénéfice de l'université, de là où on existe. Voilà. Donc, il y a ensuite ce qu'on appelle l'esprit, la culture locale. Quelle est la culture locale? Alors, la culture de Spirit of Massachusetts, c'est justement changer le monde en mieux. Ça, c'est un peu spirit. Hein. Donc, voilà. Donc, il faudrait aussi avoir une sorte de culture. Quelle est la culture que l'on veut créer autour de nous? Pas juste pour nous-mêmes, mais la culture autour de nous qui va justement aider ces startups une fois lancées. Donc, entrepreneurship spirit, une société diverse, une culture de constant innovation, etc. Et ça se fait encore une fois au sein des universités d'une manière constante. Alors, voilà ce qu'on dit, nous, quand on parle un peu, Massachusetts, toutes les universités que je vous ai montrées un peu, hein, il faudrait d'abord comprendre le mindset des étudiants. Les étudiants, les jeunes étudiants aussi, aujourd'hui, sont nés uniquement avec Internet. Moi, je suis né avant Internet et je vis Internet. Il y en a qui sont nés, enfin, beaucoup d'entre vous, uniquement avec Internet. Donc, ils n'ont pas connu le monde avant Internet. Donc, il faudrait vraiment comprendre ce mindset qui est différent. Donc, on fait tout pour comprendre. On a des spécialistes avec qui on discute, etc., pour essayer de comprendre cette génération-là. Et on essaye aussi de comprendre qu'ils sont là pour avoir un impact, pour créer des technologies ou des idées qui sont transformatives. Et on leur fait comprendre, donc l'idée, la culture, c'est que you are here to change the world to be a better place. And you change it how? Par le biais de l'innovation. Alors, on leur donne des exemples sur les découvertes qu'il y a eu ici, etc. Donc, voilà. Donc, c'est très important et on fait comprendre aux étudiants qu'ils doivent faire confiance en eux et they need to dare to be first. Il n'y a pas de problème essayer d'être le premier ou le meilleur. Il n'y a pas de problème. Essayer, ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais essayer, c'est très important. Voilà. Deuxièmement, on essaye, par tous les programmes qu'on a, ce n'est pas une université qui fait tout, ce n'est pas possible de tout faire, mais chaque université a une certaine valeur et c'est le tout qui compte. C'est 106 universités ensemble qui comptent. Si on veut faire, je ne sais pas moi, du business aujourd'hui, peut-être qu'on va à Babson College, etc., etc. Donc, il y a des spécialités, des institutions qui sont plus fortes dans certains domaines que d'autres. Alors là, nous, bon, on essaye aussi de comprendre quelles sont les industries et les technologies de demain. Quand j'étais dans le Delaware, le gouverneur du Delaware comment dirais-je, bon, il m'a mis comme membre, donc il m'a nommé. Il m'a nommé membre de ce qu'on appelait ETC, Emerging Technology Council. Alors, ce conseil, c'était quoi? C'était de regarder justement les articles scientifiques et de voir à peu près dans 10 ans, dans 20 ans, quelles sont les technologies qui vont arriver. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, l'État va faire un investissement dans ces technologies. On ne veut pas ramener on ne veut pas investir dans des technologies ou des industries qui n'existeront pas dans 3 ou 4 ans. Donc, tout ça, et là, ici, au Massachusetts, ça existe. Donc, Emerging Technology Council, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les technologies qui seront là dans 10 ans, dans 5 ans, etc., etc. Voilà. Et puis, il y a tout l'esprit de sustainability qui est très, très fort ici au Massachusetts. Et on n'oublie pas qu'on fait partie d'un monde. On n'oublie pas que le monde est ouvert. We say the world is in your hands. Donc voilà, donc c'est un peu le truc. Donc alors tout ça, à mon avis, changing the world mindset, donc l'esprit qu'on a, l'innovation, l'éducation, les opportunités qu'on donne aux étudiants, c'est ce qui fait justement qu'on peut avoir un esprit révolutionnaire du point de vue technologique, scientifique, économique, etc. Alors il y a plusieurs là je vous donne l'exemple par exemple d'ici, c'est un origami, hein. Ça, c'est une prof, Mengen, qui est chez nous, qui est turque, et qui justement apprend aux étudiants à faire, à partir d'origami, créer des organes. Là, c'est des poumons. Et c'est sa recherche. Donc, elle fait un 3D printing des organes, etc. Voilà. Aussi, si vous regardez ici,
Euh, on travaille avec des Portugais qui veulent développer une économie, de blue economy, l'économie autour des mers. Donc voilà, tout ça, c'est très important. Il est aussi important que l'on comprenne que les relations entre les personnes et les groupes divers est très, très importante et qu'il ne faut oublier personne. L'étudiant que vous voyez ici, James, ça, lui, il a une maladie, il est paralysé des membres. Sa sœur ici, lui, il a fait maths. Sa sœur ici, elle a aussi la même maladie. Elle va avoir la même paralysie d'ici jusqu'en bas. Ça, c'est leur mère. Et ça, c'est le jour où ils ont eu leur diplôme. Mais croyez-moi, ils ont travaillé dur. C'est-à-dire qu'on essaye, on fait tout pour que tout le monde réussisse. Tout. Student success is extremely important. Quel que soit l'heure, il faut d'abord comprendre ce qu'ils veulent faire au futur. Bon, et donc, on essaie de n'oublier personne. Ici, on montre que si quand il y avait les réfugiés qui venaient d'un peu partout, ici dans le Massachusetts, il y a beaucoup de réfugiés qui sont venus d'Asie, etc. Mais quand il y avait l'histoire des réfugiés de Syrie, etc., on disait que voilà, vous revoyez, il y avait des pancartes ici un peu à l'université, vous voyez comment dirais-je, une réfugiée ou un réfugié qui arrive. Nous, par contre, on voit a doer, a thinker, etc., etc. Donc, ces étudiants, ces réfugiés-là peuvent devenir des médecins, des ingénieurs, des philosophes, etc. Donc, il est très, très important de leur donner les opportunités. Et ça, c'était un peu partout dans les campus ici, donc à un certain moment. Je veux vous donner aussi l'exemple de la Hollande. Alors, si je vous demandais quels sont nommés les 5 plus grands exportateurs de produits agricoles dans le monde, je vous ai donné le résultat, la Hollande est number 2, c'est le deuxième. Pourtant, c'est un très petit pays, très très petit. Ça, c'est la carte mondiale que l'on connaît. On ne peut même pas voir la Hollande. Il faut vraiment la chercher. Un petit point ici. Par contre, si on regarde la carte maintenant, on chasse cette carte, et la surface est proportionnelle à leur exportation en produits agricoles, la Hollande, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. En exportation d'une manière générale, pardon. Et en produits agricoles en particulier. Donc, la Hollande, voilà, c'est les deuxièmes exportateurs en produits agricoles. C'est un petit pays encore une fois, mais pourquoi? Comment qu'ils ont réussi à faire ça? Ils ont réussi à faire ça parce qu'ils ont une université, Wageningen University, qui est probablement une des meilleures au monde dans tout ce qui touche l'agriculture et l'éducation agricole. Et cette université a permis justement à la Hollande de devenir un exportateur aussi important de produits agricoles. Ils exportent à peu près 80 milliards de dollars par an. 80 milliards de dollars par an à peu près. Ils sont deuxièmes. Alors, pour revenir à la Hollande, comment qu'ils ont fait ça aussi? Ils sont petits, ils n'ont pas beaucoup de ressources, disons, de terre, etc., de surface, mais ils ont fait ça par la technologie, etc., et en particulier ce qu'ils appellent indoor farming, avec des laboratoires qui travaillent sur ça. Alors, les opportunités pour start-up et je pense qu'il y en a plusieurs. Il faut savoir ce qu'on veut faire. On ne peut pas se défocaliser, être un peu partout. Il y a des opportunités quand ce qui touche l'eau, l'information, deep and fake learning, la qualité de l'air, l'espace, le changement climatique. Tout ça, c'est des opportunités. Tout ça, c'est des problèmes qui sont encore à résoudre. Mais maintenant, il faut choisir un peu qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, je vais vous parler de quelques exemples pour essayer de réfléchir un peu à l'Algérie. Par exemple, nous, en Algérie, à mon avis, il se peut que je me trompe et je m'excuse si je me trompe. On n'a pas de laboratoire pour justement essayer de voir qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit, pour voir la qualité des produits que l'on mange et que l'on boit. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on ait tout ça.
Donc, si un produit qu'on importe est infecté ou il y a des traces de plomb, ou il y a des traces, je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'on demande uniquement aux Européens de le faire? Je ne sais pas comment on fait. Donc voilà. Deuxièmement, il y a la santé. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a à peu près 7 milliards de personnes dans le monde. Il va falloir se situer. Il y a des opportunités dans tout ce qui touche la génétique. Il y a aussi, donc, tout ça, c'est la médecine préventive. Avant ce point-là, c'est la médecine préventive. Là, je vous montre un graphe où il y a le temps, depuis la naissance jusqu'à la mort. Et donc, quand on est en bonne santé, on peut faire de la génétique. À un certain moment, on tombe malade, donc il y a beaucoup de tests à faire. Et après, bon, il y a des traitements à faire. Mais dans tout ce qui touche tout ce qui touche la médecine préventive, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire sur la génétique et aussi sur les biomarqueurs, les indicateurs de disease, de maladies, etc. Parce qu'en fait, la population augmente et les traitements vont être de plus en plus chers et il y aura de moins en moins de capacité à tout le monde d'avoir ces traitements-là. Je ne parle pas uniquement de l'Algérie, je parle du monde entier. Voilà. Il y a aussi, comme je l'ai parlé, et on peut regarder, ici je vous montre le nombre d'articles qui parlent de l'analyse des foods, hein, de ce qu'on mange, et le nombre d'articles qui augmente depuis 2000 à 2010 jusqu'à 2016 et qui augmente. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'il est très important d'avoir quelque chose que l'on mange et que l'on boit et que l'on connaisse ce qui passe dans notre estomac. Alors, il y a des technologies, hyperspectral imaging, etc., etc. Et là, c'est un domaine qui croît beaucoup, encore une fois, parce que la population augmente et on voudrait justement s'assurer de la safety de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. Donc voilà. Alors là, bon, je donne des exemples de ce que font les gens. Ils développent des technologies pour détecter le nombre de sodium, de sel dans des produits, de barium, de calcium, de phosphate, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de technologies pour toucher. Climate change. Climate change, je vais vous dire une chose, et peut-être que je me trompe, mais c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup pour l'Algérie et pour notre région, pas juste l'Algérie. Ici, je vous montre des graphes, c'est des mesures de température au Sahara qui ont été faites par plusieurs satellites. Là, c'est des mesures au sol, à droite, qui ont été faites à Bilma, In Amenas, Tamanrasset et Agadez, entre 1930 et 2010. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que la température au sol et la température aussi, Sahara d'une manière globale, augmente. En fait, il y a des articles, ça c'est pas moi qui le dis, la température au Sahara augmente à un taux de 2 à 4 fois plus élevé que le reste des tropiques. Ça, c'est un gros problème. Ça peut engendrer des problèmes monstres. Donc, il faudrait s'intéresser à ça, essayer de faire quelque chose pour que justement on comprenne d'où vient ce problème-là, pourquoi la température augmente, et essayer de créer, je ne connais pas la réponse évidemment, essayer de créer avoir des idées pour que justement, d'une part, on comprenne et qu'on ait des solutions à ce problème-là avant que l'on touche le tipping point. Alors, ça, il y a des gens qui déjà travaillent sur ça. J'ai lu des articles qui ont été faits par des universitaires quand je suis parti en Autriche, je leur ai parlé en Austrie. Et qu'est-ce qui se fait? Eh bien là-bas sur place, en Autriche, ils se sont rendus compte que le nombre de malades qui souffrent d'asthme, etc., a augmenté, mais se sont rendus compte que l'air qu'ils ont en Autriche, en Espagne aussi, ça a été fait récemment, il y a de plus en plus de particules qui viennent du Sahara et que les gens respirent. Donc tout ça, c'est des études qui sont faites, hein. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études qui sont faites. Et moi, à mon avis, ça c'est un gros problème qui touche le monde entier et on devrait être peut-être le centre, le laboratoire mondial pour essayer de comprendre ce problème-là. Je crois qu'on a les ressources humaines qu'il faut, on a les jeunes qu'il faut, mais maintenant, il faut s'y mettre et essayer de comprendre tout ça, parler à toutes ces équipes qui existent partout. Voilà. Alors, je vous ai parlé aussi d'autres opportunités. Alors ici, je vous montre une sorte de funnel, de louche. Alors, qu'est-ce qui se passe si on regarde d'une manière globale?
on a de plus en plus de données. Voilà, data. On a de plus en plus de données, mais les données, il faut les organiser. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on aura de plus en plus de données. Donc, cette partie en bleu ciel, elle va augmenter de plus en plus. Les données, une fois qu'elles sont organisées, deviennent de l'information. Mais il faudrait que quelqu'un les organise d'abord. Et ensuite, une fois qu'on a de l'information, il faut apprendre de cette information, les analyser. Et une fois qu'ils sont analysés, il faudrait peut-être en tirer profit pour les utiliser pour de nouvelles technologies, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe aujourd'hui qu'il y a un nombre impressionnant, une augmentation exponentielle des données et très peu de personnes qui les clean up, make it into information, qui transforment en information. C'est pour ça que de nos étudiants, un en physique et un en maths, ont créé ce qu'ils appellent data robots. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et en fait, leur compagnie, qui a commencé avec eux deux, un il était, je crois, postdoc après avoir terminé ici en physique, postdoc à Austin, et puis il est revenu. Et maintenant, c'est une grosse compagnie. En fait, quand je les ai vus la dernière fois, ils m'ont demandé de dire à un type qui a créé Android ici, Rich Miner, de lui dire qu'ils ont dépassé ce qu'il avait fait, lui, en une année, en une année aussi. Donc, c'est un peu une compétition entre les deux. Donc, voilà. Donc, je pense que ce domaine-là aussi, il y a beaucoup de possibilités pour justement organiser les données qui existent. Et ça, je sais qu'on peut le faire. Je sais que nos jeunes peuvent le faire parce qu'on a quand même la ressource humaine elle existe en Algérie. Il suffit de s'organiser et d'avoir évidemment les moyens de le faire. Donc voilà, ça, je pense aussi, c'est un grand domaine où… voilà. Alors, ici, je vous ai parlé de Difference Maker tout à l'heure, comment que les étudiants peuvent changer. Quand on les envoie, on ne leur envoie pas juste comme ça. Ils ont un cours aussi qui leur explique comment, ce cours-là, c'est One Credit, comment ils peuvent justement trouver des solutions à des problèmes qui les intéressent. Autre chose qui est importante, et peut-être que c'est visible et que vous avez déjà vu, et bon, je suis sûr que vous le savez, c'est team building. C'est travailler en groupe. Travailler en groupe est très, très important. Les sciences ou la technologie is not a zero-sum game. Ce n'est pas si quelqu'un gagne, l'autre perd. Tout le monde peut gagner. It's not a zero-sum game. Alors, je ne vais pas juste le dire comme ça. Je vais vous montrer ce qui se passe un peu dans le monde. Alors, ce graphe-là vous montre ce qui se passe entre 1900 et l'an 2000 ou 2010. Et là, sur l'axe des Y ici, vous avez la moyenne des équipes de recherche ou des équipes qui travaillent ensemble. En sciences, en 1900, les gens avaient tendance à travailler seuls. Ils étaient une moyenne de 1 à 1,2, un truc comme ça. Aujourd'hui, il y a une moyenne de 6. Et ce qui se passe dans les sciences et l'ingénierie se passe aussi dans les sciences sociales et commence même à se passer dans les arts et les humanities, social science, les arts. D'accord? Donc ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Donc si nous, aujourd'hui, on continue à travailler seul, on a vraiment peu de chances de battre ceux qui travaillent en groupe. Peu de chances. Et quand je dis travailler en groupe, ça ne veut pas dire travailler entre nous avec la même discipline. On est ingénieur en mécanique, on va travailler uniquement avec des ingénieurs en mécanique. Non, travailler avec des gens qui sont dans des disciplines qui sont, quote unquote, différentes. Okay? Moi, j'ai commencé à travailler sur le cancer, croyez-moi, ce n'était pas facile du tout. J'allais tous les mercredis dans un hôpital pour travailler avec des chercheurs en médecine sur le cancer et c'était très, très difficile parce que ce n'est pas le même langage. Mais après une année, 2 ans, bon, on commence à se comprendre et voir un peu quel est le problème sur lequel on veut travailler ensemble. Donc voilà, donc on est tous, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Schrödinger qui le dit, on est tous d'une façon ou d'une autre un peu prisonniers de ce qu'on a appris, de notre environnement, mais the future of science, the future of technology, c'est travailler en équipe. Et en fait, c'est ça l'essence de l'université. Le mot université veut dire universal. Okay? Donc, ces CEO qui existent entre les différentes disciplines est vraiment, comment dire, artificiel. Donc, voilà. Il y a aussi ce qui est important, c'est la persistance.
Ne pas, don't give up. Ne pas, juste au premier problème, on s'arrête. You need to continue to work. Il y a beaucoup d'exemples, je vais prendre le temps pour vous en donner. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent que les gens qui sont persistants, persistence, est très important. D'ailleurs, nous, on mesure la persistance des étudiants, c'est ça. Il y a une mesure qu'on fait ici pour voir comment ils sont persistants, qu'ils vont chez leurs advisors. Voilà. Autre chose, et dernier point que je voudrais mettre, c'est qu'il faut aussi savoir qu'est-ce qui se passe dans votre domaine. Il faut savoir ce que font les autres. On n'est pas seul sur cette planète. Si vous voulez créer une technologie ou faire quelque chose, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Il faut être compétitif. Okay? Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez étudier? Alors, qu'est-ce que vous voulez étudier? What field? Sorry, not field, but what field do you wish to study? Mathematics, mechanical engineering, informatique, physics, j'en sais rien. Ou bien est-ce que la question que vous devez vous poser, c'est what problem do you want to solve? Alors, lesquelles des deux questions vous pensez plus importantes que l'autre? Nous, quand les étudiants viennent ici en première année, beaucoup d'entre eux, je crois plus de 50%, ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et quand ils vont chez Megan, enfin, chez le bureau des advisors, on ne leur demande pas ce que vous voulez étudier. On leur demande, évidemment. Mais la question essentielle à laquelle on veut répondre, c'est qu'est-ce qu'ils veulent résoudre comme problème? Est-ce qu'ils sont intéressés par des problèmes de médecine? Est-ce qu'ils sont intéressés par des problèmes de crime, criminalité, etc., etc. Et à partir de là, on essaie de comprendre un peu ce qui les passionne. 6700. Le 6700. Donc, aussi, pour voir un peu ce qui se passe, c'est toujours intéressant. Là, je regardais un peu, je regardais ce qui se passe aussi. Par exemple, il y a un groupe en Allemagne qui travaille sur un moteur qui sera juste un seul atome. Ils ont déjà des résultats qu'ils ont publiés dans Science en 2016. Il y a aussi des gens qui travaillent sur printing des organes. Pas loin de chez moi ici, il y a une compagnie. C'est le CEO, c'est celui qui a fait le Segway. Là, le Segway, il est juste là. Et ben maintenant, il travaille sur comment, il recrute des étudiants de chez nous, comment faire 3D organs, comment imprimer des organes en 3D. Alors, quand on a une technologie qui va arriver comme ça, soit on va la consommer, puis on attend, puis qu'elle arrive, et puis c'est tout, ou bien il y a aussi des problèmes d'éthique qui se présentent. J'ai essayé de regarder quels sont les problèmes d'éthique qui existent. Ils sont nombreux. Je ne vais pas en parler, mais ils sont nombreux. Et je ne suis pas spécialiste non plus. Mais l'éthique avec les programmes, les organes à 3D est un problème sérieux. Mais ce que j'ai vu, du moins rapidement, quand j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là, c'est qu'il y a beaucoup d'articles de philosophes, de bioéthiciens, etc., qui viennent d'universités en Europe, aux États-Unis, au Japon, etc., mais très peu de pays musulmans. En fait, j'en ai vu un seul qui vient de Malaisie. Un seul. Pour donner un peu l'idée de comment les musulmans vont voir ça. Alors, c'est très, très important. Gene editing, c'est la même chose, c'est le même problème. En fait, le prix Nobel récemment a été pour ça. Hein. Donc voilà, j'ai parlé tout à l'heure de la Hollande. Voilà ce que fait la Hollande aussi, par exemple. Et ici, si vous connaissez une compagnie qui s'appelle Osram, si vous avez des lampes à la maison, il y a des lampes Osram, une compagnie ici à Massachusetts, Osram, qui existe pas loin de chez nous. Un des travailleurs qui était là-bas était avec moi quand je faisais mon PhD, on était ensemble. Et bien voilà ce qu'ils font. Osram ne fait plus des lampes incandescentes, etc., etc. Ils font maintenant, ils se sont convertis, transformés en indoor farming. Moi, je peux aller au magasin d'à côté et acheter de la salade qui sort de chez eux. Pas de chez eux. Grâce à leur technologie, pas de chez eux, hein, c'est chez les paysans. Donc voilà, tout ça pour vous dire. Alors, autre chose, je voulais vous donner un exemple. C'est l'exemple de ce qu'on fait sur la NASA. Alors, ce qu'on fait sur la NASA, vous le savez, on a un robot qui va sur la NASA, qui essaye de chercher de l'eau, chercher des minéraux, chercher ceci, chercher cela, faire de la géophysique sur la surface de la planète Mars en particulier. Alors, j'ai un collègue qui travaille avec nous, hein, Pablo, et Pablo, il a décidé de créer sa compagnie. Alors, sa compagnie, c'est quoi, lui? Si au lieu d'être sur Mars, on va faire ça sur Terre. Donc, il le fait au Pérou. D'accord? Alors,
c'est très important. Pourquoi? Parce que le Pérou aussi, ils ont des surfaces qui sont très compliquées, un peu comme Sahara, très compliquées, le relief très compliqué, etc. Il fait chaud, il fait froid, etc. Donc, il veut créer un robot qui fait ça, qui recherche en fait des minéraux dans le Sahara, pas le Sahara, dans les montagnes du Pérou, dans la plaine du Pérou. Donc, voilà. Et pardon. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est justement prochaine technologie que Pablo a faite, hein, justement pour rechercher un peu partout par le biais de drones, pour rechercher des minéraux dans des terres partout. Alors cette technologie, moi je vous le dis, ça c'est pas du point de vue business, mais moi du point de vue intérêt pour l'Algérie, ça m'intéresse que cette technologie vienne en Algérie. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, on peut en parler, mais je ne veux pas faire partie ni d'une compagnie, ni de ceci, ni de ceci. Je veux juste aider du point de vue scientifique et technologique. Alors, je vais vous la montrer un peu. J'ai demandé à Pablo si je pouvais vous montrer ça. Il m'a dit oui, allez-y, vas-y. Donc, je travaille avec Pablo depuis des années. Et voilà un peu ce qu'il fait, lui. Est-ce que vous entendez la vidéo? Oui, oui. Okay. Donc voilà, donc cette technologie, c'est une technologie qui va arriver, qui est déjà en testée au Pérou et dans d'autres pays, qui justement à l'aide d'un drone, on n'a pas besoin de personnes qui marchent dans des kilomètres et des kilomètres, qui va justement faire une analyse de surface rapide pour voir un peu s'il y a des trucs organiques qui en fait veulent dire qu'il y a peut-être du pétrole ou autre chose, qui vont faire des analyses comme ça globales de surface et à partir de là, on trouve la région la plus intéressante pour la recherche d'or, pour la recherche de minerais, de lithium, etc., etc. Et une fois qu'on a la surface qui est intéressante, alors là, on envoie encore une fois d'autres technologies qui vont faire des études plus précises et plus approfondies. Alors pour terminer, je vous donne un challenge aux étudiants qui veulent faire ça. Je vous demande, my challenge to you is to be the person you want to be. Et de vous rappeler, there is no shortcuts to success. Juste le travail. There's no shortcuts. Il n'y a pas de going around the corner. Et que vous n'êtes pas seul sur cette planète. Vous n'êtes pas seul. Créez des équipes, travaillez en équipe, travaillez entre vous, essayez de vous aider. Mais aussi, be coachable. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider. Mais if you are not coachable, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire ou ce qu'on a agreed to do, si par exemple aussi vous êtes difficile à répondre, à avoir accès ou à vous parler ou quoi que ce soit, les gens ils vont faire autre chose. Le time is time. Challenge yourself. Vous êtes aussi bon que n'importe qui. Mais aussi une chose importante, to develop your critical thinking. L'information change rapidement. Et if we don't develop our critical thinking, on va être à la merci de n'importe quoi, including fake news. Donc, a startup is about transforming a transformation. Et ça commence par un rêve. OK? Alors, moi, j'aime bien ça parce qu'il y a quelqu'un qui a dit à un certain moment, when it comes to the future, quand il s'agit du futur, il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes, those who let it happen, ceux qui laissent le futur arriver. Il arrive comme il arrive, peu importe. Those who make it happen, ceux qui font le futur. Et those who wonder what happened, et ceux ou celles qui se demandent mais qu'est-ce qui est arrivé? Donc ils sont surpris par le futur.
Donc, essayez d'être ce qui est en jaune là-bas. Préparez, dessinez le futur que vous voulez et soyez vous-même, ce que vous voulez être. Voilà. La stagnation, c'est la paralysie. It's natural death. Il faut de l'innovation, il faut le changement. Il est nécessaire. Si vous voyez les pays qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont justement accepté la transformation, le changement. Et ne laissez pas votre rêve devenir une hallucination. Donc voilà, donc pour résumer, si vous voyez un peu ce que j'ai dit, je pense que l'essentiel, c'est de résoudre, quand vous avez une startup, résoudre le problème, le bon problème, c'est se poser la bonne question. C'est pour ça que j'aime bien cette citation d'Einstein. Si on me donnait 1 heure pour résoudre un problème, I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute to resolve it. Et merci beaucoup. J'aimerais juste finir pour dire que je dédie cette présentation à tous les professionnels de la médecine en Algérie et un peu partout dans le monde. Ils font un travail impressionnant. Je le remercie. J'ai dédié un de mes derniers articles à eux, mais je le fais ici avec vous. Merci beaucoup. Merci, professeur Melikchi. Je pense que tout le monde est en train d'applaudir ou il essaye d'applaudir dans son coin. Vous ne les entendez pas, mais ils sont en train d'applaudir tout le monde. Merci. Alors, merci encore pour cette présentation. Je pense qu'on était tous scotchés devant notre écran à vous écouter avec beaucoup d'attention. Donc,